Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Il semblerait que les Français soient fatigués en 2020. Le temps de sommeil moyen de nos compatriotes est passé pour la première fois sous la barre des 7 heures. Et l'instabilité sanitaire qui aura marqué l'année risque de ne pas avoir amélioré la situation. Comment s'explique et se manifeste cette grande fatigue qui prend des formes à la fois individuelle et collective? Bonjour Serge Effez. Bonjour. Vous êtes psychiatre des hôpitaux et psychanalyste, responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et vous êtes l'un des co-auteurs de la brochure intitulée « Une société fatiguée » que vient de faire paraître la Fondation Jean Jaurès. Quel est le constat, Serge Effez ? Le constat, c'est celui-ci, c'est que effectivement les Français sont fatigués. Il y a une enquête qui a été menée par Le Monde et Ipsos avec le Cevipof et la Fondation Jean Jaurès et qui montre que parmi les 3 sentiments dominants des Français arrivent à peu près ex aequo l'incertitude, l'inquiétude et la fatigue bien avant l'espoir, la confiance ou le bien-être. Bon, mais c'est quand même assez paradoxal puisque par exemple, avec le télétravail, avec ce que la pandémie a changé, on est resté quand même beaucoup plus à la maison qu'auparavant. Dans ces conditions, on peut dormir plus, Serge Effez. Oui, et c'est cette paradoxalité de la fatigue que justement on a voulu un peu sonder. Et je remercie pour cela la Fondation Jean Jaurès et la CFDT qui a proposé de réunir un comité de 12 experts dont je fais partie. Et il y a des historiens, des économistes, des philosophes, un psychiatre donc, des historiens, pour croiser justement leur expertise sur cette fatigue. Qu'est-ce qu'on pouvait en dire? C'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer cette fatigue comme étant une caractéristique personnelle, comme étant un épuisement qui concerne chacun, qui isole les gens les uns des autres et qui les confronte à leur monde intérieur. Cette fatigue, elle est collective et elle dit quelque chose de la société dans laquelle on est. C'est une fatigue démocratique, c'est une fatigue de la société, c'est une fatigue globale. Et que je dirais que les fatigues individuelles émergent davantage de cette fatigue globale, que la fatigue globale serait la coalescence de toutes ces fatigues individuelles. Et c'est donc au niveau de cela, au niveau de ce que cette fatigue dit de notre société aujourd'hui, qu'on a voulu réfléchir. Mais alors, est-ce que ça signifie que ce mot de fatigue, pour vous, Serge Effez, qui êtes psychiatre et psychanalyste, il n'est pas socialisé? Vous parlez des fatigues individuelles. Qu'est-ce qu'il signifie? Il recouvre quoi? C'est-à-dire que pour un psychiatre que je suis, la fatigue, évidemment, c'est un symptôme. C'est un symptôme qui rentre dans un certain nombre de catégories de maladies, notamment la dépression ou la mélancolie. Les psychiatres adorent décliner l'anédonie, l'asthénie, la boulie, etc., qui sont ces symptômes, cette déclinaison des symptômes de la fatigue qui rentrent dans les maladies. Mais justement, ce qu'on ne veut absolument pas, c'est psychologiser cette fatigue, c'est-à-dire la ramener à quelque chose qui serait de l'ordre de la psychologie individuelle ou de la maladie personnelle. C'est quand même un peu paradoxal parce que là, cette période si particulière que nous traversons, on pourrait avoir de bonnes raisons d'être déprimé, mélancolique. Bref, il n'y a pas véritablement comment dirais-je, d'énigme dans cet état, sachant que, bon, vous voyez, ça fait presque 2 ans que l'on se bat avec ce virus, on n'en voit pas la fin. Est-ce que ça n'est pas rationnel d'être déprimé ? On pourrait dire aussi, on peut voir les choses du verre à moitié plein, que la croissance reprend, que l'emploi va extrêmement bien à l'heure actuelle, qu'on voit quand même le bout du tunnel de ce virus, même s'il y a des arrivées de variants, on a quand même l'impression qu'on peut le juguler. Donc on pourrait voir les choses de façon plus positive qu'on l'a vu effectivement il y a 2 ans. On pourrait se dire on est un petit peu sorti de cette inquiétude et les choses vont reprendre normalement. Or, il n'en est rien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été profondément atteint, me semble-t-il, dans le moral des Français et qui dépasse la question, par exemple, du Covid long ou de la fatigue liée à la maladie. Il y a quelque chose au niveau éthique
presque qui a été touché. Vous voyez, prenons les soignants par exemple, qui est une question que je connais évidemment bien, travaillant dans un grand hôpital. On parle beaucoup de cette fatigue des soignants et on peut évidemment, en premier chef, la relier au fait qu'il y a eu énormément de travail, que les services ont été saturés, que les gardes se sont multipliés, qu'on manque de personnel dans les hôpitaux. Tout ça est vrai. Mais les soignants, ils ont surtout été atteints dans l'éthique de leur travail, c'est-à-dire dans le fait qu'ils ne pouvaient plus donner des soins avec l'exigence qui est là. Je pense surtout aux infirmiers et aux infirmières, pour qui donner des soins, c'est être proche des gens, c'est aussi leur parler, c'est les réconforter, c'est être dans l'empathie, c'est avoir un petit peu de temps pour soigner psychiquement, pour soigner émotionnellement, pour soigner relationnellement, avec l'idée que c'est au moins aussi important que de faire des piqûres et des perfusions. Or, ça a été complètement laminé et en plus, ça n'a pas été pris en compte. Et dans la fatigue des soignants à l'heure actuelle, eh bien, il y a ce découragement lié au fait que l'essence même de leur métier leur a été ravie. Et d'ailleurs, la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de révoltes, on ne réclame pas beaucoup simplement des hausses de salaire ou un aménagement de l'emploi du temps, mais il y a beaucoup de défections, il y a beaucoup de gens qui arrêtent leur travail ou qui prennent des congés maladie parce qu'ils n'en peuvent plus. Jadis, parler de fatigue était un signe de faiblesse. C'est toujours le cas, c'est moins le cas, Serge Effez? C'est moins le cas aujourd'hui parce que ce signifiant fatigue ressort de plus en plus, effectivement, dans l'ensemble de la société. Vous savez, depuis qu'on travaille sur cette question avec les 12 chercheurs qui ont été réunis, je suis très attentif à ça. Et je me suis aperçu, au bout d'une journée de consultation où j'avais reçu une vingtaine de patients, que chacun, au moins une fois dans la consultation, avait prononcé le mot fatigue. Et je me suis amusé, j'en ai parlé à quelques collègues qui ont fait la même expérience, et le mot fatigue est celui qui est le plus revenu dans les consultations, beaucoup plus que tristesse ou colère, etc. Donc cette fatigue qui est devenue fédératrice devient finalement comme un lien social, comme quelque chose qui pourrait faire émerger une intelligence collective autour d'une réflexion sur cette question-là, et peut-être sur les moyens collectifs d'en sortir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sorti peut-être de cette vision, la vision d'Alain Ehrenberg, par exemple, de la fatigue d'être soi, qui est absolument passionnante, et qui serait celle d'il y a 20 ans. Un sociologue qui disait quoi ensuite? Qui disait que la fatigue d'être soi, c'est la fatigue de l'individu contemporain, qui est l'entrepreneur de sa propre existence, qui doit forger son propre destin, cette vision de l'individu un peu prométhéen, qui doit construire à peu près avec succès tous les champs de son existence, sa vie personnelle, amoureuse, sexuelle, professionnelle, etc. Et qu'il y avait une telle charge sur cet individu qu'il finissait par s'effondrer et par sombrer dans la dépression. Donc c'est cette vision-là très personnelle de la fatigue qui est peut-être remise en question aujourd'hui. Par exemple, il y a un besoin extrêmement fort qui ressort de lien social. Si vous prenez le mouvement des Gilets jaunes, c'est absolument passionnant. C'est-à-dire qu'au-delà des revendications qui étaient faites, tout ce qu'on entendait des Gilets jaunes, c'était ce plaisir de se retrouver ensemble sur des ronds-points, de manger un petit morceau ensemble, de se faire un café, de discuter, de retrouver ce lien social qui est de plus en plus malmené dans notre société actuelle. Mais justement, est-ce que ça veut dire que la fatigue et une forme de reconnaissance de ses faiblesses serait désormais un nouveau ciment social, Serge Effez? Si on considère la fatigue comme une faiblesse, oui. Et effectivement, la fatigue a toujours été considérée comme une faiblesse dans la vision de cet individu entrepreneur de lui-même, et dans le fait que la fatigue a tendance à être séparatrice, comme le disait Peter Handke, c'est-à-dire le fait que fatiguer, c'est se replier sur soi-même, c'est rester dans son lit ou vautrer sur son canapé sans pouvoir bouger, sans pouvoir se relier. Mais si on change cette vision de la fatigue, c'est-à-dire si on la voit sur le plan collectif, à ce moment-là, elle peut devenir paradoxalement une force mobilisatrice. Bon, mais je continue à vous embêter comme tout à l'heure. À partir du moment où il y a une pandémie, on peut être inquiet pour ses proches, inquiet pour soi. Il y a une forme de lassitude qui provient. Et dans ces conditions, la fatigue, c'est une manière de nommer, je ne sais pas, l'anxiété, peut-être le travail de l'inconscient qui fait que aujourd'hui, une certaine forme
d'inquiétude prédomine qui n'existait pas. Il y avait d'autres formes d'inquiétude qui existaient auparavant. Je ne sais pas, le chômage, la précarité, celles-ci d'ailleurs n'ont pas complètement disparu. Mais il y en a une de plus, Serge Effez. Oui. Tout à fait. Bien évidemment, il y a cette inquiétude, mais qu'est-ce que cette inquiétude génère? Qu'est-ce qu'elle provoque? Quand on parle d'inquiétude, c'est pas mal, parce que l'inquiétude, voire même l'angoisse, peuvent être mobilisatrices, c'est-à-dire ça peut activer des forces intérieures pour trouver une issue, pour trouver un chemin. Si on reprend l'histoire de cette pandémie, on voit bien comment il y a eu différents mouvements, et que le premier mouvement de la pandémie, avec le premier confinement, a été extrêmement mobilisateur. Il a fait sortir beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, une réflexion très profonde sur les valeurs de notre société, surtout chez les jeunes, et quelque chose qui appelait à partir de cette mobilisation, à imaginer, à trouver des issues, à trouver des solutions. Donc il faudrait à se mettre sur les balcons, à applaudir les soignants, à se sentir tous reliés justement par un lien social extrêmement puissant. Et puis effectivement, plusieurs vagues successives après qu'on a pris sur la tête, il y a moins d'inventivité, nous ont davantage fatigués. La question aujourd'hui, c'est comment retrouver cette énergie-là. Quand un patient vient vous dire qu'il est fatigué, ou lorsqu'il vous dit qu'il est fatigué, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous lui recommandez? Ou qu'est-ce que vous essayez d'élaborer avec lui, Serge Effez? C'est toujours la même chose, c'est-à-dire la question, c'est que cette fatigue qui isole, cette fatigue qui accroît la solitude, et une solitude qui ensuite va accroître la fatigue, c'est un véritable cercle vicieux, la fatigue, c'est-à-dire qu'on s'isole des autres, et plus on est isolé, plus on est fatigué. Tout le travail d'un psy va être de savoir comment est-ce que cet individu peut se relier. À qui il peut se relier, à quelle personne, à quel projet, à quelle organisation il va pouvoir se relier, c'est-à-dire où trouver un point d'appui pour considérer que cette fatigue ne lui appartient pas seulement en propre, mais qu'elle fait partie d'un moment social, et qu'à partir de ça, à quoi est-ce qu'il va pouvoir se relier pour pouvoir en sortir? Mais n'est-il pas possible de se fatiguer tout seul, ou je veux dire à deux, Serge Effez, par exemple, très prosaïquement, en regardant des séries tard le soir, bref, en faisant en sorte que cette période de confinement, semi-confinement, couvre-feu, enfin, vous l'appellerez comme vous voudrez, ne soit pas une période de sommeil. C'est ce qui expliquerait le paradoxe que... parfois, les gens télétravaillent, ont moins de déplacements et pour autant se sentent plus fatigués, passent en deçà de cette barre symbolique des 7 heures de sommeil par jour. Mais vous savez, je cite l'exemple d'un de mes patients qui me dit un jour « Je suis fatigué de ne rien faire ». Ce patient, effectivement, était en télétravail et travaillait simplement 2 heures par jour, et le reste de la journée lui apparaissait d'une vacuité absolument effrayante, et le fait de regarder dans son lit des séries à la télévision ne le satisfaisait absolument pas par rapport à cette fatigue. Car ce même patient me disait 2 ans plus tôt, je suis épuisé parce qu'il travaillait énormément, il travaillait 12 heures par jour, qu'il prenait des trains en permanence pour aller à droite à gauche, qu'il n'arrivait pas à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnel. Donc, il était sur les deux versants de la fatigue. La fatigue face au rien et la fatigue face au trop. Or, c'est le même signifiant qui émerge. C'est le signifiant fatigue. Est-ce qu'il ne signifie pas autre chose à ce moment-là? C'est-à-dire quelque chose qui serait plus d'une quête personnelle de sens. Il ne trouve pas de sens dans le fait d'être en permanence occupé, mais il ne trouve pas plus de sens de pouvoir atteindre, comme disait Pascal, cette quiétude d'être seul dans sa chambre et de ne rien faire. Donc, comment faire pour que cette question du sens puisse émerger? C'est-à-dire, c'est du fait de réenchanter son existence en lui trouvant peut-être un autre sens que celui qu'il avait jusqu'à présent, qui va lui permettre de sortir de sa fatigue, plutôt que des bons conseils sur le fait de faire du sport ou d'aller s'oxygéner. Et la fatigue psychologique pure, est-ce que ça existe pour vous, Serge Effez? Est-ce que pour un psychiatre ou un psychanalyste, le fait de se dire qu'on est dans un jour sans fin, qu'il y a des difficultés
peut-être pas à élaborer du sens, mais à élaborer une sortie. Alors vous dites qu'il y a le bout du tunnel qui s'aperçoit. Bon, ça dépend en fait des jours, des variants. Mais en tout cas, on imagine que là, il peut y avoir une certaine forme de lassitude. Et cette lassitude, j'imagine qu'elle n'a pas de difficulté à se métaboliser en fatigue. Non, mais bien évidemment. Alors le psychiatre que je suis va vous dire que la fatigue est quand même un des grands signes de la dépression. Et que beaucoup de gens ont traversé des dépressions depuis 2 ans, que le taux d'utilisation des antidépresseurs et des anxiolytiques est monté en flèche, que la dépression a touché tous les âges et toutes les couches de la population. En tant que pédopsychiatre dans un service de pédopsychiatrie, on a été submergé par des dépressions chez les enfants et chez les adolescents qui se traduisaient effectivement par des grandes fatigues et des phobies scolaires. Donc si vous voulez, tout ça, bien évidemment, existe sur le plan personnel et il ne s'agirait pas de le sous-estimer. Encore une fois, la dépression, elle appelle un traitement, elle appelle une psychothérapie, elle appelle un soutien, elle appelle des soins spécialisés, elle appelle parfois des médicaments, et qu'on a beaucoup alerté, mes collègues et moi-même, sur le fait que cette dépression avait été méconnue et qu'on avait tiré la sonnette d'alarme dès le début de l'épidémie. On s'était indigné, par exemple, du fait que dans le comité d'experts regroupant des médecins pour savoir comment faire par rapport à l'épidémie, il n'y avait pas un seul psychiatre ou un seul pédopsychiatre qui pouvait siéger avec ses confrères pour dire « Attendez, comment est-ce qu'on va penser les mesures sur la scolarité, les mesures sur l'accompagnement, etc. si on ne prend pas en compte cette dépression qui touche la population. » Donc tout ça, bien évidemment, existe sur le plan personnel. Ce qui nous intéresse dans le fait de croiser les réflexions d'économistes, d'historiens, etc., de philosophes, c'est davantage cette fatigue démocratique, cette fatigue collective, de quelle façon on va pouvoir s'en emparer. Est-ce que vos patients rêvent? J'imagine que oui, mais est-ce qu'ils vous racontent leurs rêves? Et est-ce que ces rêves, ils permettent de mieux éclairer cette fatigue que vous évoquez, Serge Effez? Il y a ce qui pourrait ressortir des rêves, je vous réponds comme ça un petit peu à brûle-pourpoint, il y a quelque chose de l'ordre effectivement d'un désenchantement, c'est-à-dire quelque chose qui fait que il est très 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 difficile de se projeter dans un avenir positif, que ce soit par rapport... C'est-à-dire, il y a quelque chose de très sombre et de très bouché dans les rêves des patients à l'heure actuelle. Et ça, c'est une réalité collective, c'est-à-dire que ce soit sur le plan écologique, sur l'avenir de la planète, sur tous les dangers qui nous menacent et qu'on connaît bien. Il y a une inquiétude qui grandit de plus en plus et qui se traduit effectivement sous forme d'angoisse, mais d'une angoisse paralysante. Serge Effez, vous êtes psychiatre et psychanalyste. Une société fatiguée, c'est cette brochure éditée par la Fondation Jean Jaurès à laquelle vous avez participé. On continue à en parler dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par l'historien Georges Vigarello qui a publié une histoire de la fatigue aux éditions du Seuil. En attendant, j'espère que vous n'êtes pas fatigué parce que voilà, il est 8h. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nos invités, Georges Vigarello, que nous accueillons. Bonjour, Georges Vigarello. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et vous êtes notamment l'historien de la fatigue, puisqu'on vous doit une histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours aux éditions du Seuil, où vous retracez finalement les différents rapports que les êtres humains ont entretenus par rapport à cette sensation. Serge Effez, vous êtes psychiatre et psychanalyste. Une réaction à ce que vient de dire Frédéric Sey sur le cannabis. Vous savez, c'est extraordinaire ce débat sur le cannabis. Moi, j'ai commencé ma carrière de psychiatre en m'occupant d'addictologie, en m'occupant de toxicomanie, et c'était il y a plus de 30 ans. Et on avait exactement les mêmes débats il y a 30 ans, c'est-à-dire il y avait exactement les mêmes tribunes, les unes appelant à la dépénalisation et les autres appelant à une augmentation de la répression. Moi, de ma casquette de clinicien, ce que j'ai toujours pu constater, c'est l'inefficacité de la répression en termes de santé publique. C'est-à-dire le fait que interdire ne protège pas. Ça, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça ne protège pas les jeunes de consommer, ça ne les empêche pas de consommer, mais ça les amène à consommer dans des conditions beaucoup plus inquiétantes pour eux, beaucoup plus marginalisantes, beaucoup plus excluantes, et que
ça n'est pas que prenez la légalisation du cannabis, ça n'est pas open bar, c'est pas dire aux gens, vous savez, c'est formidable, c'est un produit génial, vous pouvez tous en consommer, mais c'est au contraire pouvoir mettre en place une prévention qui soit une prévention de qualité et que, comme pour l'alcool, chacun sache un petit peu à quoi il est confronté et à quoi il s'expose. Mais Serge Effez, il n'y a pas de drogués heureux. Je vous laisse cette formule. Je crois qu'elle appartient au docteur Olivenstein. Absolument, mais il s'agit de savoir de qui on parle quand on parle de drogué. C'est-à-dire que le fait d'utiliser un produit ne fait pas de vous un drogué. Il y a 1000 façons d'utiliser un produit, il y a 1000 formes d'usage et de mésusage des produits. Tout le monde le sait pour l'alcool. La plupart des Français consomment de l'alcool, mais ne sont pas des alcooliques et donc ne sont pas malheureux par rapport à leur consommation. Donc la question, c'est de pouvoir discerner effectivement les formes d'usage et les formes de produits en pouvant les classer selon leur dangerosité. Qu'en pense l'historien des mentalités Écoutez, c'est au cœur des questions complexes, ça je l'avoue bien volontiers. Mais je pense qu'il y a une double histoire. Il y a une première histoire qui montre l'inefficacité de la contrainte lorsqu'on pense à l'alcool et lorsqu'on pense aux États-Unis. Il y a une autre histoire qui porte sur la façon dont les individus se ressentent psychologiquement. Et c'est évident que le recours à un certain nombre de produits transforme la perception psychologique. De tout cela, moi je suis assez sensible à ce qui a été dit à l'instant par Serge Effez. De tout cela, personnellement, je pense que la contrainte est négative, effectivement. Que la contrainte, en plus, permet un trafic qui est extraordinairement dangereux. Et il vaut mieux une diffusion contrôlée qu'une contrainte qui aboutit à des conséquences négatives que l'on connaît. Et lorsque vous reprenez justement votre histoire de la fatigue, alors l'histoire des drogues n'est pas en parallèle à l'histoire de la fatigue, ça n'est pas évidemment un décalque, mais l'utilisation de différentes substances pour dormir, pour mieux dormir, comment justement s'articule-t-elle, Georges Vigarello ? Alors évidemment, c'est pas parallèle, bien entendu, mais la consommation de produits tendant à abaisser la sensation de fatigue, cette consommation, elle est absolument traditionnelle. Elle remonte même à l'Antiquité, vous voyez. Maintenant, bien sûr, ce ne sont pas forcément des produits qui entraînent des phénomènes hallucinogènes, etc. Mais indiscutablement, la consommation accompagne, je dirais, l'histoire de l'humanité. Serge Effez, évidemment, on pense, lorsqu'on évoque une société fatiguée, comme le fait donc cette brochure de la Fondation Jean Jaurès à laquelle vous avez participé, eh bien, on songe aux psychotropes qui peuvent procurer une sorte de répit, votre point de vue justement de psychiatre et de psychanalyste ? Mon point de vue, c'est que la France, c'est quand même championne de la consommation des produits psychotropes. L'utilisation des hypnotiques et des tranquillisants est en France beaucoup plus importante que dans la plupart des autres pays, et notamment des pays européens. C'est-à-dire que, justement, le recours à ces produits psychotropes accroît le fait qu'on atomise la question de la fatigue et la question de la tristesse. C'est-à-dire que ça devient du ressort personnel, du ressort individuel, et donc c'est très profondément démobilisateur, et ça ne fait qu'augmenter le problème qui est celui de l'isolement et du repli sur soi. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas en prescrire, il y a évidemment des situations où on ne peut pas s'en passer, mais à trop les prescrire, on amène à une psychologisation unique de la fatigue, alors qu'elle a des tas d'autres déterminants, et au fait que la mobilisation des personnes se trouve entravée. Georges Vigarello, dans votre histoire de la fatigue, vous revenez sur les conséquences finalement de la mutation du travail et vous expliquez que cette fatigue, elle est en lien avec la course à la productivité, mais que celle-ci a été valorisée au XIXe siècle. Non, moi ce qui me frappe dans cette histoire de la fatigue, c'est le fait qu'il y a si je peux dire les choses comme ça, un insensible glissement de données qui sont éminemment physiques et physiologiques, parenthèse, dont certaines pendant très longtemps, d'ailleurs, ne sont pas étudiées. Je pense à la fatigue ouvrière. Je ferme ma parenthèse. Donc, il y a une grande dominante de ce que j'appelle la fatigue physique et un glissement insensible vers quelque chose qui devient beaucoup plus intériorisé et qui devient beaucoup plus psychologique et qui est évidemment éminemment présent aujourd'hui, lié d'une part au fait que le travail n'est plus le même et favorise incontestablement le tertiaire et donc favorise le relationnel, lié d'autre part au fait qu'il y a une montée de l'exigence psychologique entraînant le fait que les individus s'écoutent de plus en plus. Et en s'écoutant, c'est évidemment la sensibilité à l'égard de la limite,
de l'insatisfaction, au fond, en quelque sorte, je dirais, du mal-être qui va dominer. Et c'est en cela, je trouve, que l'histoire est très intéressante, parce qu'elle montre qu'il y a précisément aujourd'hui un versant renvoyant à l'intériorité qui est largement dominant. Lorsque vous parlez de fatigue ouvrière, bon, il y avait d'autres notions quand même. Il y avait par exemple le surmenage, qui est peut-être un mot que l'on emploie moins. Il y a aussi d'ailleurs un surmenage pour les petits et les grands. On peut aussi parler où on parlait jadis de surmenage scolaire. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Ce qui s'est produit, c'est quand même un énorme changement dans la deuxième moitié du 19e. Résumons-nous. Dans les périodes précédentes, je me répète, c'est en gros la fatigue physique qui l'emporte. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième moitié du 19e? C'est très intéressant et c'est relativement peu étudié. Il se passe la chose suivante. La société brusquement s'accélère. Les machines, les communications, le télégraphe, le téléphone, la presse quotidienne, tout cela entraîne le fait qu'un certain nombre d'individus, qui ne sont pas forcément majoritaires mais qui sont quand même très nombreux, un certain nombre d'individus ont le sentiment qu'ils sont dépassés, que le monde va plus vite qu'eux et qu'ils ne peuvent pas y répondre. Et dans cette difficulté de répondre, il y a le sentiment que l'on est mal à l'aise, que l'on souffre, ce qui entraîne d'une part cette notion de surmenage, qui est tout à fait nouvelle, c'est vraiment le signe d'une forme d'accélération sociale, s'entraîne cela, et s'entraîne d'autre part le sentiment aussi que l'on ne peut plus, qu'on devient impuissant, qu'on ne peut plus au fond suivre, prendre de l'initiative, et ça porte un nom totalement nouveau aussi, à la fin du 19e, qui est la neurasthénie. C'est-à-dire que cette sorte d'incapacité, et c'est pas totalement étranger à la manière dont on s'éprouve aujourd'hui. Mais évidemment, aujourd'hui, Serge Effès le dira mieux que moi, aujourd'hui, c'est plus la neurasthénie, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus profond. Oui, tout à fait. Alors, je vous rejoins à 100% sur cette question de la psychologisation de la fatigue et de bien d'autres choses qui est apparue avec, au fond, les sciences de la psychologie et notamment la psychanalyse. C'est-à-dire, c'est de rechercher dans une intériorité, c'est de rechercher dans une construction psychique, c'est de rechercher dans une histoire les déterminants des symptômes que l'on a aujourd'hui. Je ne vous dis pas que cette recherche n'est pas fondée et qu'elle est fausse, sinon je changerais de métier, mais elle est largement devenue majoritaire, notamment autour de toutes les questions de souffrance au travail, de harcèlement moral, etc. C'est-à-dire que de plus en plus, imaginez par exemple, je sais pas, un employé qui est très en colère contre son patron parce qu'il lui impose des horaires de travail absolument épouvantables. Si vous lui dites, allongez-vous sur le divan, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette colère? C'est peut-être vous êtes en colère contre votre papa ou votre maman parce que quand vous étiez petit, il t'est arrivé telle et telle chose. Ça paraîtrait totalement absurde, mais on n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'il y a une telle atomisation des personnes aujourd'hui qu'on a davantage tendance à les ramener à leur propre responsabilité par rapport à ce qu'ils éprouvent, et notamment la fatigue, comme si c'était lié finalement à ce qui se passait à l'intérieur d'eux et non pas à leur environnement. Mais on n'est pas égaux face à la fatigue, face aux différentes pressions de l'extérieur, Serge Effès. Bien sûr qu'on n'est pas égaux. Après, chacun a à se débrouiller avec ça et à essayer de s'améliorer, pardonnez-moi le terme, personnellement, pour mieux affronter ces questions-là. Mais il faut déjà qu'il y ait une reconnaissance de ce que ces symptômes signifient sur le plan d'un lien social et sur le plan d'une logique collective. Georges Vigarello, dans votre histoire de la fatigue, il est question aussi de la naissance de le terme de stress. La fatigue mentale naissent, dites-vous, en substance aux environs de 1920. Ça aussi, ça marque une étape, puisqu'à partir du moment où le mot existe, la sensation, elle prend forme. Bien sûr, moi je me suis beaucoup intéressé à la façon dont les définitions peuvent bouger et à la manière dont, en bougeant, elles révèlent un certain nombre de symptômes. Vous savez, il y a un démarrage très ancien. Un des premiers à parler de la fatigue d'esprit, c'est Descartes, au XVIIe siècle. Bon, donc il y a un processus qui traverse la société occidentale et qui va vers l'intériorisation, ce qui du coup met en évidence des sortes de dépression, d'affaiblissement qui sont ressentis psychologiquement. J'ajouterais quand même une chose qui me paraît centrale pour la question d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Je pense qu'il faut ajouter que dans ces phénomènes de psychologisation, les individus ont le sentiment que leur moi, que leur personne, que je dirais leur propre volume prend de plus en plus d'importance. Prenons un simple exemple de la publicité, parce que je le vaux bien. C'est un exemple extraordinaire. C'est la façon de manifester le fait que ma propre personne a une valeur qui sans doute auparavant n'était pas suffisamment prise en compte. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit au fait que lorsque des contraintes surgissent
le sentiment que la personne, au fond, est reine, ces contraintes deviennent de plus en plus insupportables. Vous voyez, il ne faut pas oublier cette sorte de tension qui, à mes yeux, aujourd'hui, a considérablement grandi. Et cette tension, elle concerne une population, un public de plus en plus large. C'est pas seulement, au fond, les cadres, c'est en même temps les employés, sont les ouvriers. Je vous. Comment se fait-il qu'on me demande ça? Comment se fait-il que j'ai une contrainte? Comment se fait-il que mes mouvements ne puissent pas se réaliser jusqu'au bout? Vous voyez, avec ces mouvements limités qui entraînent des crispations musculaires, etc. C'est énorme comme problème. Et oui, c'est totalement nouveau. Justement, vous évoquez par exemple ce que vous appelez les TMS, les troubles musculo-squelettiques dans votre livre. Oui. Et ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. La sensation, j'imagine, est loin d'être nouvelle, mais c'est toujours la même chose à partir du moment où on ne parvient pas à la nommer. Exactement. On peut parfaitement imaginer que ce type de douleur, de tension, ait existé depuis longtemps. Mais pourquoi émerge-t-elle aujourd'hui ? Parce que c'est très très bien démontré par les psychologues. Je pense à des interventions de Yves Clon en particulier. C'est très bien démontré parce que un certain nombre de mouvements ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Vous voyez, vous avez le fait de porter des choses d'une manière un peu malhabile, le fait de doucher, par exemple, avec les fameuses histoires de code barre. Vous voyez, vous douchez, votre mouvement s'arrête, etc. Et là, il y a un sentiment de frustration qui auparavant n'était pas sans doute éprouvé, mais qui est éprouvé aujourd'hui parce que l'exigence de personnalisation, l'exigence de réalisation est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était. Je reviens au rapport Jean Jaurès. Il y a dans le rapport 2-3 indications qui me paraissent personnellement totalement majeures. Par exemple, lorsque le rapport montre que certains individus ne parvenant pas à réaliser leurs espérances se trouvent en situation de fatigue. La différence, moi je suis très frappé par le résultat, la différence entre la droite et la gauche. La gauche frustrée, la gauche qui ne parvient pas à s'affirmer comme elle le souhaiterait, entraîne chez un certain nombre d'électeurs, magnifiquement montré quasiment de façon chiffrée dans le rapport, entraîne chez un certain nombre d'électeurs une insatisfaction qui correspond à de la fatigue. Oui, parce que les choses ne sont pas identiques à droite et à gauche, Serge Effez. Effectivement, on est plus fatigué à gauche qu'à droite, par exemple. Et pourquoi on est plus fatigué à gauche qu'à droite? Peut-être parce que justement... Je vous laisse l'interprétation. Non, mais l'hypothèse que je ferai, c'est que les aspirations de la gauche sont tellement malmenées, laminées à l'heure actuelle que ça crée une fatigue. De même qu'on est plus fatigué si on est une femme de 35 ans, par exemple, que si on est un homme de 40 ans. Bon, mais si il y a une différence femme-homme, vous avez tout à fait raison. Oui, absolument. Bien sûr. Mais alors, donc, là, les deux choses doivent être distinguées. Oui. Mais si on suit la piste politique et si l'on suit votre hypothèse, Serge Effez, d'assimiler la fatigue à une disparition du lien social, dans ce cas-là, la fatigue et son expression est une sorte d'attente d'intégration plus forte dans le groupe. C'est une fatigue qui serait liée à l'anomie, dirait Durkheim, autrement dit à la dislocation des liens sociaux. Ah oui, moi c'est tout à fait l'hypothèse que je ferais. Et donc la fatigue entraîne un sentiment d'impuissance et que c'est ce sentiment d'impuissance qui devient fatigant, en fait. Et qu'il ne fait que provoquer un effet de cercle vicieux et surtout un effet d'isolement et un effet de rupture du lien social. Et alors, pour les femmes, Georges Vigarello, là, il pourrait être question, par exemple, de charge mentale. Ah ben bien entendu, charge mentale. Mais alors, ce qui est souligné dans un certain nombre de recherches et qui est rappelé dans le rapport Jean Jaurès, ce qui est souligné, c'est le fait qu'un certain nombre de femmes, pour ne pas dire la majorité, sont confrontées à des tâches multiples qui s'ajoutent et qui se croisent et qui entraînent du coup le sentiment d'une impuissance, d'une difficulté et de quelque chose qui ne se surmonte pas. J'ajouterai quand même une chose qui, moi, me paraît importante. Je reviens à l'histoire et ne m'en veuillez pas. Quand vous travaillez, pour moi, si vous voulez, l'exigence d'une sorte d'affirmation n'a fait que grandir dans ces dernières décennies. Si vous prenez l'exemple de la guerre, en 2 mots, vous comparez des fatigues immenses qui sont celles de la retraite de Russie. Les témoignages de ce point de vue sont imparables. De quoi s'agit-il ? D'un épuisement, évidemment. Il s'agit aussi du froid, etc. N'entrons pas dans trop de détails. Mais il s'agit en même temps du fait que les individus se grandissent en se sacrifiant pour les autres. Il y a de très belles démonstrations disant les pontonniers montent les ponts dans le froid pour que l'armée puisse passer, et du coup ils risquent de mourir, etc. Très bien. Vous prenez l'exemple de la guerre de 14, un siècle plus tard. Que constatez-vous ? C'est à la fois semblable,
On peut se sacrifier, on peut s'épuiser pour les autres, etc. Mais en même temps, il y a quelque chose de complètement neuf et qui me paraît absolument central. Je pense en particulier à ce texte extraordinaire de Gabriel Chevalier qui s'intitule « La peur ». Il se trouve quelque chose de totalement central qui est le suivant. Quand je suis fatigué, je ne peux plus décider. Et sans doute me fatigue-t-on pour que je ne puisse pas décider. J'ai un jeu, JE, qui m'échappe. C'est totalement central. Ça montre la façon dont l'exigence individuelle n'a fait que grandir. Et de ce point de vue, nous en sommes les enfants. Serge Effez. Et on en paye les conséquences. C'est-à-dire que, bien évidemment, cette émergence de l'individu, elle était souhaitable. Cette émergence de l'individu qui est beaucoup plus libre de son destin, beaucoup plus autonome, qui peut inventer sa propre existence, on l'a tous souhaité. Mais on est arrivé un peu dans le paradoxe qui est que ces exigences de l'individu, ces exigences de la performance, eh bien, elles se retournent absolument contre les individus qui deviennent à ce moment-là responsables du fait qu'ils n'arrivent pas totalement à maîtriser leur destin, parce que leur destin ne leur appartient pas, bien évidemment, et qu'il appartient à un certain nombre de gens qui décident pour eux. Le corollaire de la fatigue aujourd'hui, c'est surtout le découragement. C'est surtout le sentiment d'impuissance. C'est surtout le fait, justement, que ce destin dont on a voulu s'emparer, eh bien, tout donne l'impression qu'il nous échappe. Et quand on voit la teneur des débats collectifs à l'heure actuelle, des débats identitaires notamment, de tout ce qui se joue dans les relations sociales à l'heure actuelle, où très vite les débats deviennent extrêmement blessants, extrêmement menaçants, il y a aussi un découragement du fait que la confrontation d'idées, eh bien, elle peut être stimulante. On a de plus en plus l'impression que la confrontation d'idées, elle vous épuise et que finalement, il vaut mieux ne pas s'y livrer. Georges Vigarello. Mais c'est parce que l'avenir s'ouvre de façon difficile, en quelque sorte. Vous voyez, il y a ce sentiment d'impuissance. Mais j'ajouterais personnellement, ce qui me frappe beaucoup, c'est la chose suivante. Je crois qu'il y a deux âges, si je peux dire, de l'individualisme. Dans les périodes récentes, entendons-nous bien. Un premier qui est parfaitement montré par Georges Perec dans ce roman qui s'appelle « Les choses », où il montre que, en quelque sorte, ces héros, c'est un couple, est livré à une sorte d'insatisfaction parce qu'ils ont trop de choix. La publicité leur donne trop de possibilités. Et il y a le mot chez Perec, ils sont épuisés. Alors ils essaient de changer d'horizon, de bouger, etc. Je pense que ce qui s'est ajouté dans les périodes récentes, c'est pas seulement cette sorte de difficulté face à un choix plus ou moins imaginaire, ne nous y trompons pas. C'est pas seulement cela. C'est le fait que la contrainte aussi, par rapport à ma propre autonomie, devient difficile, devient insupportable. Et on le voit très très bien. Il y a un exemple majeur. On le voit très très bien lorsque l'on analyse la période du confinement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le confinement? Il s'est passé d'une part le fait que les individus ne sont plus en mesure de prévoir ce qui va se passer demain, donc il y a une contrainte, le temps. Deuxièmement, il y a une contrainte qui porte sur l'espace. Je ne peux plus me déplacer, je suis contraint, je suis chez moi. Un espace qui construit normalement ma propre, disons, dimension humaine. Vous voyez, c'est une dimension anthropologique centrale. Et troisièmement, je ne peux plus entrer vraiment en relation, je ne peux plus arriver à trouver mes amis, à manifester mes amours, etc. Trois contraintes. Ça entraîne quoi? Un sentiment de fatigue énorme. C'est ça quand même. C'est une leçon, si vous voulez, je trouve, le confinement. C'est une leçon de choses, en quelque sorte. On parle d'ailleurs de la fatigue liée au Covid, parce qu'il y a cela aussi, Serge Effez, il y a beaucoup de personnes qui ont été malades, il y a le Covid long, tout cela, ça crée des fatigues qui sont aussi des fatigues physiologiques et qui marquent l'époque, j'imagine. Tout à fait, et ça devient une intrication dont il est très 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 difficile de s'extraire. Lorsqu'on se sent fatigué, qu'on a eu le Covid, voilà, jusqu'à quel point est-ce que cette fatigue est physiologique ou elle est psychologique. On a vite fait, effectivement, de lui attribuer davantage des raisons physiologiques parce que c'est quand même plus rassurant de l'attribuer à ça. Rassurant si on a des remèdes. Oui, mais ça déculpabilise le fait que voilà, on a à se reposer, qu'on a finalement à s'extraire du lien social. Et il est clair que la fatigue liée au Covid ne fait qu'accentuer cette personnalisation, on va dire, de la fatigue. Et c'est dommage. Et toujours dans ce lien entre
le Covid et la fatigue, Georges Vigarello, il y a eu, par exemple, dans les équipes soignantes, une multiplication d'un mot, d'un terme, le terme de burn-out. Vous parliez de stress tout à l'heure, l'apparition du mot. On est passé du stress au burn-out dans notre époque. La question des équipes soignantes me paraît effectivement particulièrement révélatrice. D'une part, les équipes soignantes étaient déjà épuisées avant le Covid. Vous aviez des comptes rendus qui étaient sidérants, que j'ai lus personnellement en octobre, novembre, avant l'émergence du Covid. Pourquoi ? Parce que manque de lits, manque de personnel, difficultés de financement, etc. Mais qu'est-ce qui caractérise les soignants ? C'est le fait qu'ils sont confrontés à la nécessité d'éviter la mort, à la nécessité de que les gens surmontent en quelque sorte leur propre vie. Et quand ils sont face à la mort, la situation est terrible, parce qu'ils se sentent en partie responsables, parce qu'ils ne savent pas exactement comment arriver à résoudre ce qui devient inéluctable. D'ailleurs, les premières recherches sur le burn-out ont porté précisément sur les soignants, dans la mesure où je trouve que c'est une catégorie de personnes qui sont sans doute confrontées au tragique le plus immédiat et le plus difficile finalement à résoudre. Et de ce point de vue, oui, je crois qu'on n'est pas suffisamment attentif à leurs souffrances et à leurs difficultés. Oui, parce que le burn-out, Serge Effez, alors là, ça n'est pas un épuisement du sens, par exemple chez les soignants. Et j'imagine que lorsque l'on est soignant, on se rend compte du sens de sa profession. Ce n'est pas quelque chose qui fait défaut, c'est donc autre chose. Oui, le burn-out est sans doute l'aboutissement de cette fatigue, mais l'aboutissement d'une résignation, c'est-à-dire le fait de baisser les bras et de se sentir dans une impuissance totale. Moi, je suis très sensible effectivement à cette fatigue des soignants parce que j'y suis confronté toute la journée, et dans cette fatigue entre le fait, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir le sentiment de perte de sens par rapport à leur travail. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils travaillent trop et beaucoup, il y a ça, mais c'est que le sens de leur travail, qui est justement la capacité d'empathie, la capacité du care, la fait de s'occuper des autres, et qui est au centre de leur travail. Et de réussir ou de ne pas réussir. Oui, tout à fait, est totalement laminé à l'heure actuelle. Je pense à une soignante qui me disait, mais j'ai l'impression de ne plus avoir de capacité d'empathie. C'est-à-dire, elle avait perdu le sens même de son métier, c'est-à-dire qu'elle ne souffrait plus avec l'autre d'une certaine façon pour pouvoir l'aider à sortir de sa souffrance. Et ça, pour elle, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile que les conditions mêmes de son travail. Georges Vigarello, là-dessus, est-ce que ça signifie que la conjugaison de la pandémie, de la course à la productivité, bref, de ces différents facteurs, nous condamne à être plus encore fatigués à l'avenir ? Alors c'est très difficile de prévoir, de se situer en position de prospective, c'est très difficile. Mais il est évident que les seuils de fatigue aujourd'hui sont devenus beaucoup plus, je dirais, marquants qu'il ne l'était auparavant, et entraîne une difficulté beaucoup plus grande. Mais moi j'ajouterais deux choses. La première, c'est que c'est lié, nous l'avons dit, répétons-le, au fait que les individus se situent psychologiquement de façon différente qu'ils ne se situaient auparavant. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que cette fatigue qui devient en quelque sorte la compagne de notre quotidien, elle est à traiter, elle est à discuter, elle est à négocier. Je crois qu'il y a des négociations à faire entre soi et soi. Il y a des prises de conscience indispensables qui font qu'on n'a pas à tomber dans un trou. Il faut sans doute aussi arriver à prendre conscience, à comprendre. Vous voyez, là, je suis très sensible à cela personnellement, au fait qu'il y a une exigence d'intériorité qui, d'un côté, entraîne le sentiment de fatigue, mais d'un autre côté, entraîne la nécessité de le surmonter. Il y a peut-être aussi d'autres modes de vie à prendre. Serge Effez, je lisais dans la presse du jour que beaucoup plus de Français voulaient se mettre au vert, s'éloigner des grandes villes. Il y a des évolutions de mode de vie qui peuvent peut-être rendre compte de cette fatigue. On parlait tout à l'heure de cette fatigue en temps de pandémie lorsqu'on était confiné, ce qui est paradoxal, peut-être parce que, je ne sais pas, le fait de trop fréquenter Netflix fatigue plus que le fait de regarder trop de livres, par exemple. Certainement, il vaut mieux regarder effectivement des champs et une belle ligne de montagne, c'est certainement plus revitalisant. Mais voyons aussi le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a
par rapport à cela, une mobilisation effectivement de plus en plus grande des jeunes à l'heure actuelle, qui se mobilisent qui ne sont totalement dépolitisés au sens classique de la politique, mais qui sont très mobilisés par rapport à ce qu'ils veulent construire de leur propre existence, par rapport au climat, par rapport... quand on voit les mouvements de jeunes, de très jeunes, prenons Greta Thunberg par exemple, et la façon dont ça a été moqué beaucoup par les intellectuels, ce type de mouvement, je trouve ça consternant, parce qu'il y a une énergie là qui existe, qui se libère, il y a une énergie chez de plus en plus de jeunes qui ne veulent plus de ces conditions de vie, effectivement, et qui pensent autrement le rapport au travail, le rapport à la nature, le rapport à leur propre existence, à la décélération, disons les choses comme elles sont, à la consommation. Je crois qu'il y a quelque chose qui peut nous permettre de penser davantage de collectif à partir de ça. Alors, c'est ça, il y a une évolution des valeurs. L'historien que vous êtes, Georges Vigarello, lorsque vous citez l'apparition de la productivité, l'apparition donc d'un certain nombre de rapports à des sentiments. Donc, on parlait de la fatigue, par exemple, qui au 19e est valorisée, alors qu'aujourd'hui, elle est considérée comme un fléau. Est-ce que vous pensez qu'on assiste justement à des mutations du même ordre, de même nature aujourd'hui, je veux dire, aussi intenses? Moi, je pense que ce qui devient dominant, je reviens à ce qui était dit à l'instant par Serge Effès, ce qui devient dominant, c'est la relation au milieu. Le sentiment que si on fait bouger le milieu, on peut quand même avoir une sorte d'impression personnelle qui a changé. Reste que nous sommes des sociétés qui sont des sociétés du relationnel. Nous sommes des sociétés du rapport à l'autre, de façon beaucoup plus forte qu'elle ne l'était auparavant. Et je pense que ça aussi, c'est un travail central à faire. Alors, on voit bien qu'il y a un glissement économique qui fait passer nos sociétés de la productivité dont vous parliez à des sociétés qui sont beaucoup plus centrées sur le tertiaire, voire le quaternaire, le relationnel, etc. Je pense que ça, c'est absolument fondamental. C'est fondamental. C'est-à-dire que les situations de pouvoir sont à discuter de façon à ce que l'égalité soit plus présente qu'elle ne l'était. Merci à tous les deux. Georges Vigarello, votre histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours, on la trouve aux éditions du Seuil. Et puis Serge Effès, vous avez participé à ce rapport Une société fatiguée, publié donc par la Fondation Jean Jaurès. On trouve cette brochure sur le site de la Fondation Jean Jaurès.